À tous et à toutes, bienvenue au webinaire organisé par la CPTS Santé Seine-Essonne. Alors moi, je suis Virginie Lelong-Mazo. Je suis diététicienne nutritionniste et je travaille principalement à la maison de santé de Corbeil-Essonnes. Et voilà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On va aborder un sujet central du vieillissement, la dénutrition chez la personne âgée. C'est un sujet fréquent, mais qui est trop souvent sous-estimé en fait. La dénutrition des personnes âgées, c'est un enjeu majeur de santé publique, hein. Ça touche à peu près 2 millions de personnes. C'est les chiffres de la HAS, dont la moitié sont principalement des seniors. C'est un défi sanitaire considérable, hein. On connaît les conséquences sur la qualité de vie et la santé de nos patients et on va en discuter, notamment sur leur autonomie. Surtout qu'il y a des solutions, hein. La dénutrition, c'est quelque chose que l'on peut éviter. Si, avant d'aller plus loin, je vous propose un petit exercice mental. Alors, si vous pensez à vos 5 patients, vos 5 derniers patients, plus de 75 ans que vous avez vus récemment, combien ont-ils été pesés? Voilà, c'est pour vous dans votre tête. Est-ce qu'il y a des pesées récentes ou pas, ou systématiques? Voilà, on pourra en discuter après. Parce que nous, ce qu'on constate, c'est que la dénutrition, elle commence bien souvent ici, c'est-à-dire finalement, si la personne n'est pas pesée, il n'y a pas d'alerte. Et qui dit pas d'alerte, dit pas d'action. Les objectifs, hein, c'est assez simple, hein, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est vous sensibiliser à la dénutrition, vous expliquer pourquoi tous les professionnels de santé et les personnes qui travaillent, enfin les aidants qui peuvent être auprès des personnes âgées, sont aussi concernés. Et puis, je vais essayer de vous apporter des outils concrets qui peuvent être applicables assez facilement pour pouvoir détecter et agir assez rapidement avant d'attendre une situation qui peut être ensuite complexe. Pourquoi la dénutrition, elle impacte la santé des personnes âgées? Elle a un impact majeur sur l'autonomie, hein. Le risque de chute est plus important. C'est des personnes qui sont plus fragiles et plus à risque d'être hospitalisées, mais aussi on va voir que ça a un impact sur la mortalité. C'est jamais anodin et on sait que le repérage précoce, hein, va changer le diagnostic. C'est une maladie qui est évitable et souvent réversible si on la détecte très tôt. Ce qu'il faut aussi bien comprendre avec la dénutrition, c'est que personne ne peut agir seul en fait. C'est souvent une prise en charge qui va être pluriprofessionnelle. Les médecins sont impliqués, mais aussi les infirmiers, les diètes, des kinés, des orthophonistes, et puis tous les aidants. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, chacun a un rôle spécifique, mais surtout, on est tous complémentaires. On va revenir sur le terme de dénutrition, notamment chez la personne âgée. Qu'est-ce que c'est que la dénutrition chez la personne âgée? Alors, comme le définit la HAS, la dénutrition correspond à un déséquilibre entre les apports nutritionnels et les besoins de l'organisme. Ce déséquilibre peut entraîner une perte de masse musculaire et ensuite des conséquences qu'on appelle fonctionnelles, qui conduit en fait à une perte musculaire importante qu'on appelle, ça doit parler à tout le monde, ou pas, mais qu'on appelle la sarcopénie chez la personne âgée. Je vais vous donner quelques chiffres, ça vous permettra de voir un peu l'ampleur du problème. 4 à 10% des personnes âgées à domicile sont concernées par la dénutrition. En EHPAD, on atteint des chiffres de 30% et une personne sur deux à l'hôpital est en situation de dénutrition. Donc c'est pour vous dire le nombre de personnes qui peuvent être concernées. On estime que jusqu'à 40% des personnes âgées hospitalisées présentent une association dénutrition-sarcopénie. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la sarcopénie, mais c'est une maladie du muscle qui est liée à l'âge. Alors, c'est pas seulement, alors c'est une diminution de la masse musculaire, mais pas seulement. C'est aussi ce qu'on appelle plutôt une baisse de la force, en fait, ou de la performance physique. Ça veut dire qu'en fait, les patients, ils vont commencer à marcher plus lentement, ils vont tomber plus souvent. Alors nous, on appelle ça plutôt le muscle fonctionnel. C'est pas seulement perdre du muscle, c'est surtout le muscle qui fonctionne. Et c'est là-dessus qu'il faut être extrêmement vigilant. Alors, pourquoi les personnes âgées sont plus à risque d'être dénutries et surtout d'être atteintes par la sarcopénie? Ce qu'il faut comprendre, il y a aussi un aspect physiologique. Avec l'âge, le muscle il va devenir plus résistant aux stimuli, et notamment même tout ce qui va être nutritionnel. Donc, comme il devient plus résistant, on a plus de mal même à apport identique, nutritionnel, le muscle va beaucoup moins répondre. Ce qui est compliqué aussi avec la sarcopénie et la dénutrition, la sarcopénie plus principalement, c'est que le patient peut ne pas
perdre de poids, son poids peut être stable, mais pourtant, il va perdre du muscle. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que, en fait, arrivé à un certain âge, manger comme avant, bah, ça suffit plus. Et bien souvent, on s'aperçoit que les personnes âgées, bah, elles ont une perte d'appétit. Donc, c'est ce qui rend compliqué la situation. Parce que les besoins protéiques, en fait, chez les personnes âgées, elles augmentent. Et bien souvent, on constate dans la pratique, je pense que c'est un peu le cas de vous toutes, bah, c'est qu'en fait, c'est la première chose qu'elles diminuent, c'est les apports en protéines. Et comme elles perdent de l'appétit, de toute façon, c'est très compliqué d'arriver à combler leurs besoins quantitatifs sur une journée. Donc c'est là où on voit que la qualité des apports et de savoir bien constituer des assiettes avec Nous, ce qu'on fait en diète, c'est qu'on enrichit les plats des patients sans augmenter le volume. Et ça, la qualité, ce qu'on appelle la qualité des apports, ça devient déterminant. Puisqu'à quantité égale et bien souvent avec une perte d'appétit, on ne pourra pas atteindre l'objectif. Si on n'arrive pas à relancer une bonne synthèse protéique, bah, le risque, en fait, il n'y a pas seulement le problème du muscle, de reconstruction du muscle, mais c'est des personnes qui risquent d'avoir des retards de cicatrisation si elles ont des soucis de santé ou autres. On a vu les chutes, mais aussi il y a des risques d'infection. Et tout ça, en fait, toute cette situation, ça accélère le vieillissement. Et bien souvent, on rentre dans un cercle vicieux, en fait. La dénutrition et la sarcopénie, c'est un cercle vicieux. Moins on mange, plus on perd du muscle, ce fameux muscle fonctionnel, et moins on a de muscle, moins on est autonome, et moins on mange. Malheureusement, c'est ce cercle vicieux qu'il faut arriver à éviter. Et donc, c'est par là où c'est surtout ce sur quoi on va insister, c'est ce fameux dépistage, puisque avant d'en arriver là, on doit dépister. Et comment dépister? Ben, il faut savoir ce qu'on doit repérer en fait, hein. Comment on doit être, enfin, quelle vigilance et ce qu'on doit pouvoir repérer très tôt pour éviter de se retrouver dans cette situation et ce cercle vicieux. Comme je vous disais, les facteurs de risque, c'est jamais une cause unique, la dénutrition, c'est multifactoriel. Bien souvent, on se rend compte, on s'aperçoit dans nos pratiques que c'est un enchaînement de petits déséquilibres. Alors, classiquement, il peut y avoir des facteurs médicaux, changer de goût, ça peut avoir pas mal de soucis avec les traitements. Ça peut aussi jouer sur l'appétit des patients. Ça peut être des facteurs psychologiques, hein. Et puis aussi au niveau social, puisque parfois nous avons des personnes âgées qui vivent seules, qui se retrouvent seules. Et donc tout ça va favoriser en fait une situation de dénutrition. Je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous citer des situations et mentalement vous allez essayer de les classer. Vous allez vous demander si pour une personne âgée, hein, personnes âgées, on parle des personnes qui ont plus de 70 ans, hein, 65, 70 ans, d'accord? Je vais vous citer des situations et vous allez mentalement les classer. À savoir, vous allez vous dire si dans cette situation, si vous considérez-vous que le risque est faible, si c'est un risque modéré ou un risque élevé, peuvent entraîner des déséquilibres. Un patient qui va se retrouver veuf ou veuve, est-ce que selon vous, c'est un risque faible, un risque modéré ou élevé? Par exemple, un patient qui va récemment, donc c'est à vous, hein, vous vous dites dans votre tête élevé, modéré ou faible. Donc une prothèse dentaire, un patient à qui déjà on va mettre une prothèse dentaire, donc qui est récente et en plus qui est mal adapté. Quand je parlais de médicaments tout à l'heure qui pouvaient impacter la prise alimentaire, le goût et l'appétit, il y a aussi tout ce qu'on retrouve, surtout quand c'est récent en termes d'introduction, ça va être tous les antidépresseurs ou alors les antalgiques qui vont être très forts. Ça impacte aussi l'alimentation. Alors, est-ce que selon vous, c'est faible, modéré ou élevé? Et puis, c'est ce que je vous disais aussi, quand on a des personnes âgées qui se retrouvent seules, quand elles perdent leur compagne ou leur compagnon, il y a un isolement social et bien souvent, on retrouve une perte d'appétit, mais aussi une perte d'envie de cuisiner. Donc, bien souvent, des apports qui sont plus, en tout cas, plus du tout équilibrés et plus du tout structurés dans le temps. Les situations que l'on vient d'évoquer, elles sont extrêmement fréquentes. Et pourtant, on les associe encore trop peu à un risque de dénutrition. Comme je vous disais, hein, la dénutrition, elle est progressive, elle est multifactorielle, c'est souvent une association, un cumul de petits déséquilibres et en général, elle est totalement silencieuse. Prochaine étape, on va essayer de voir comment moi je peux vous aider ou comment je peux vous aider à repérer plus efficacement en fait ces situations. L'objectif étant d'intervenir avant qu'elles ne deviennent sévères et qu'on retombe dans dans ce cercle vicieux de dénutrition et sarcopénie. La dénutrition, c'est pas une fatalité, mais effectivement, avec le vieillissement et l'âge, enfin avec l'âge, on augmente fortement le risque de fragilité. Donc le vieillissement et la nutrition font que c'est les premiers facteurs qui peuvent augmenter le risque.
Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Vieillissement, c'est pas systématiquement dénutrition. Et oui, je ne l'ai pas évoqué, mais il y avait aussi les troubles de la déglutition aussi, hein, qui peuvent intervenir. Il peut y avoir des toux, hein, qui s'installent de manière importante, des fausses routes qui se répètent. Et ça, c'est très important en termes de prise en charge. Il ne faut pas laisser traîner parce qu'effectivement, ça impacte aussi globalement les apports alimentaires et ça peut entraîner une perte de poids. Et il y a aussi les facteurs socio-économiques. Donc, on a des patients, hein, âgés de plus en plus qui n'ont plus les moyens de se nourrir correctement. Et ça, c'est un vrai problème aussi, encore une fois, de santé publique, parce que c'est une situation que l'on retrouve de plus en plus souvent. Alors, donc on va voir le repérage, c'est ce que je vous disais. On va essayer de voir un petit peu comment on peut agir, chacun à son niveau. Le dépistage, il doit être toute personne âgée fragilisée. Le dépistage, il doit être systématique. Il faut toujours se poser la question. Et il y a trois éléments essentiels à retenir. C'est les trois éléments qu'il faut surveiller en permanence. Donc forcément, il y a le poids. Donc quand on peut, on essaye de peser ses patients. Dans les EHPAD, en général, la recommandation, c'est une fois par mois. Ou s'il y a des signes cliniques qui viennent faire évoluer la situation, la pesée doit être un peu plus fréquente. Mais du coup, la pesée, là, elle devient indispensable. L'IMC, le calcul de l'IMC, hein, un IMC inférieur à 22 kg par mètre carré après 70 ans, ça commence à être problématique. Et puis, diminution de l'appétit et des apports. Si vous vous rendez compte qu'un patient, il mange de moins en moins, ça, c'est aussi un des signes qui doit vous alerter. La perte de poids est significative, 5% un mois ou 10% 6 mois, c'est aussi un signe d'alerte. C'est pour ça que je vous ai dit de peser vos patients, parce que à partir de ce moment-là, il faut mettre des choses en place. Signe d'alerte, ça doit vous interroger, mais surtout, si l'EMC diminue et est inférieur à 22, surtout s'il a chuté rapidement, c'est vraiment à prendre en compte. Ce qu'on dit souvent, c'est que c'est la vitesse de l'évolution, hein. Plus la situation évolue vite dans le temps, c'est un paramètre qui est extrêmement important. Donc tout signe qui va faire que on voit que la situation change et qu'il y a une chute de l'appétit, il y a une chute du poids, il y a une chute de l'IMC. C'est pas seulement combien on a perdu, mais aussi en combien de temps. Le paramètre temps est vraiment extrêmement important. Alors nous, on a des outils, hein, je ne sais pas si vous les utilisez. On a des outils pour le diagnostic. Donc il y a les outils de repérage qui sont simples et efficaces. Alors on a le MNA, hein, c'est un questionnaire qui est validé. Et ça permet une évaluation nutritionnelle complète en quelques minutes. Le MNA, c'est un questionnaire. Alors, il y en a un qui est très, très, très détaillé avec 18 questions. Donc, c'est pas celui qui est utilisé sur le terrain. On utilise un questionnaire plus de questions. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Donc, la première chose, c'est on regarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les apports alimentaires. S'il y a une diminution, si c'est stable. La deuxième question, ça va être sur le poids. Donc, on va évaluer la perte de poids sur les 3 derniers mois, s'il y a perte de poids. La troisième question, ça porte sur la mobilité, à savoir, est-ce que vous apercevez que votre patient, il est moins mobile, il a plus de mal à se déplacer, il marche plus doucement, même simplement, il a plus envie de bouger. Vous voyez, tout ce qui va être maladie récente aussi. Alors ça, c'est pour ça, on s'interroge aussi par rapport à ça. Ou s'il y a un stress important, on voit des personnes âgées qui déclinent très vite parce qu'il y a une situation, il y a eu un stress très important dans leur vie. C'est des situations qui sont effectivement vécues. Alors ça peut être un décès, mais parfois ça peut être aussi des situations compliquées avec les enfants qui font que ça génère un stress aigu qui va impacter aussi leur poids et leur alimentation. Et puis aussi, il faut faire attention aussi à ça, c'est ce qu'on appelle les troubles neuropsychologiques. Hein, parfois, on a des patients qui commencent à avoir, alors on parle parfois de démence légère, mais qui ont des propos qui sont pas très cohérents, qui peuvent être temporaires, mais qui peuvent surprendre. Et puis, on a des situations de dépression avec qui sont liées souvent à l'isolement et puis un mal-être assez important. Voilà. Alors nous, et surtout dans le MNA aussi, la dernière question, la sixième, c'est l'IMC. Comme je vous disais tout à l'heure, un IMC qui chute ou un IMC qui est inférieur, alors on se base plutôt sur 23 kilos au mètre carré, mais 22, ça reste raisonnable. C'est un indicateur qui est important et dont il faut aussi prendre en compte. Alors il y a des patients qu'on ne peut pas peser.
ou qui ne veulent pas être pesés. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer le périmètre du mollet. C'est ce qui nous permet de faire une évaluation. Alors, ce MNA, bah, après, c'est un système de points, hein. On calcule des points et après, on voit si le patient, si le risque de dénutrition est important ou s'il est probable. Et puis, bah, ça nous permet de savoir ensuite comment agir. Alors, donc c'est ce que je vous disais, hein, la pesée mensuelle au moins systématique, s'il n'y a pas d'éléments cliniques ou d'évolution clinique qui nous permet, sinon la pesée, elle doit être plus souvent. Après, il y a aussi, bah, vous voyez, il y a le test HAS qui est beaucoup plus simple que la MNA. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment les trois questions finalement à se poser, c'est est-ce qu'il y a une perte de poids, une baisse des apports alimentaires et l'IMC inférieur à 22. Ça doit nous alerter. Ce qu'on disait aussi, c'est bah, les apports alimentaires, bah, il faut s'aider des professionnels qui interviennent sur place ou des aidants, hein, ça peut être un enfant, ça peut être la femme ou le mari, mais qui sont extrêmement importants hein, pour nous, hein, pour le repérage, pour justement savoir s'il y a un changement au niveau des prises alimentaires ou pas. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, en fait. La prise en charge, elle est interdisciplinaire en fait, hein. C'est une prise en charge globale. L'important, hein, c'est ce que je vous disais aussi, c'est pas l'outil parfait, hein. Vous posez trois questions, c'est la régularité du repérage, hein. C'est d'être vigilant au moins sur le poids, l'IMC, et puis la quantité en termes d'apport alimentaire. Voilà. Si déjà vous avez ça en tête, c'est plus simple. Ça permet déjà d'identifier s'il y a un risque ou pas. Parce qu'ensuite, une fois qu'on a identifié le risque, l'enjeu, ça va être d'agir rapidement. Alors, je vous disais, donc, la prise en charge, elle est globale, hein. C'est pas une seule personne qui peut gérer toute seule. C'est pas un seul professionnel qui va prendre en charge le problème de la dénutrition, hein. La prise en charge, elle est globale souvent et elle doit être coordonnée. Prévenir la fonte musculaire. Ben oui, parce que sans muscle, eh ben, il n'y a pas d'autonomie, hein. Donc là, on va faire appel souvent à un kiné, hein, qui va pouvoir en fait remettre un peu en mouvement notre patient et mobiliser des muscles qui vont lui permettre, et ça c'est vraiment indispensable, qui vont lui permettre bah, de reconstruire son muscle. Et comme cette reprise, elle doit être structurée, mais aussi surtout progressive et régulière, le kiné, pour nous, est vraiment une aide vraiment essentielle. Alors, dans le plaisir de manger, c'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui va être psychosocial, que c'est central. S'il n'y a plus de plaisir de manger, ça devient très très compliqué. Et du coup, ben, la stimulation, elle compte autant que les calories ingérées. Donc, ben, ça, c'est le rôle des aidants, hein, de pouvoir et des repas partagés. C'est à eux souvent qu'on demande bah, de stimuler pour aider à la prise alimentaire. Et ça se fait, et de préserver le plaisir ben, en partageant le repas, en discutant, enfin en faisant en sorte que ça reste un vrai moment de plaisir. Dans les objectifs thérapeutiques, il y a surtout et surtout bah, corriger les carences, hein, rétablir l'équilibre nutritionnel. Comment on fait? Donc cet axe nutritionnel, il est aussi extrêmement important. Donc sur le plan nutritionnel, qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation de dénutrition avec une personne âgée? Eh bien souvent déjà, dans un premier temps, on va fractionner les prises, c'est-à-dire que on va essayer, parce que bien souvent chez les personnes, donc on va essayer d'adapter déjà le rythme alimentaire, hein. On fractionne parce que bien souvent, comme il y a eu une baisse des apports alimentaire. Si on rajoute du volume au repas, on va les dégoûter, ils ne mangeront pas plus, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc déjà, on fractionne, on leur met en place des collations. On privilégie, voilà, pour ça, des petites quantités plus fréquentes. Et puis, on va essayer bah, on va quand même respecter les préférences du patient, hein. Si on lui met quelque chose qu'il n'aime pas en collation, bah, on a peu de chances que ça améliore la situation. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on enrichit les plats, surtout pas le volume, mais on enrichit systématiquement les plats. Donc on se sert bah, de lait entier, de poudre de lait, d'œufs, de fromage râpé, les crèmes fraîches, voilà, des protéines en poudre. Parce que même un yaourt qui va être pris chaque jour, qui va être enrichi, bah, ça paraît pas grand-chose, mais c'est déjà un apport supplémentaire qui va faire la différence au jour le jour. Alors, les compléments nutritionnels oraux, on les utilise une fois, enfin seulement si en fait on s'aperçoit qu'avec l'enrichissement des plats, enfin nous c'est ce qu'on fait les diètes, hein, quand les compléments nutritionnels oraux, on les place que lorsque l'enrichissement des plats n'a pas permis en fait d'enrayer la situation. Alors, on les utilise jamais à la place d'un repas. Toujours en collation, toujours en dehors des repas. On choisit des compléments nutritionnels oraux qui sont plutôt adaptés. Maintenant, on a une gamme de choix assez importante qui permet bah, de convenir un peu à tout le monde. Et c'est bon.
En tout cas, moi j'ai des retours très positifs, j'ai de plus en plus de patients qui trouvent ça bon, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, ce qu'on vise en termes de protéines, c'est 1 gramme de protéines par kilo et par jour. C'est le minimum, ça c'est la base. On adapte aussi les saveurs, les textures, bien sûr, hein, selon les capacités de déglutition. Ça c'est extrêmement important hein, d'adapter la texture pour stimuler l'appétit. Hein. Et aussi, on essaye d'assaisonner, hein, parce que si évidemment le patient il boit son alimentation et que c'est extrêmement fade, bah, le pauvre, on va pas améliorer sa situation. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent. Il faut être sûr, augmenter les protéines, c'est une chose, mais il faut quand même qu'il y ait un apport énergétique suffisant. Et ça, c'est très, très important. Et bien souvent, moi, je le vois aussi avec des prescriptions médicales. J'ai des patients qui viennent, on leur a mis un complément, on leur a mis des compléments nutritionnels hyper protéinés. Mais à côté de ça, on ne s'est pas préoccupé de l'apport énergétique du patient dans sa globalité. Et ça, c'est extrêmement important parce que si l'apport énergétique du patient, c'est-à-dire s'il ne mange pas quantitativement suffisamment, et ben en fait, vous ne pourrez jamais reconstruire du muscle. Hein. Les protéines ne vont pas construire du muscle. Elles seront utilisées comme carburant, au même titre que les glucides et les lipides. Donc, pour reconstruire du muscle, il faut absolument que l'apport énergétique soit suffisant. Ça, c'est une problématique que je rencontre souvent, même chez des médecins, c'est-à-dire que on balance aux patients des compléments nutritionnels oraux hyper protéinés, mais on fait pas attention à l'énergie globale de la journée, aux besoins du patient en fait. Et du coup, il va brûler les protéines, hein, donc on va pas reconstruire du muscle, hein, on va pas reconstruire les tissus. Au lieu de les utiliser pour réparer et maintenir les tissus, ça sera brûlé. Au même titre que, donc on n'arrangera pas la situation. Donc on n'améliorera pas la masse musculaire. On peut même, dans cette situation, bien souvent aggraver la perte musculaire. Donc c'est pour ça que je suis vigilante, parce que ça, c'est un point, on le voit aussi sur nos insuffisants rénaux. La protéine, elle reconstruit le muscle que si les apports énergétiques sont suffisants au quotidien. Alors, l'erreur fréquente, c'est ça, c'est on rajoute des protéines, mais on densifie pas l'assiette. C'est-à-dire que la ration calorique, on l'augmente pas. Et nous, il faut qu'on arrive à augmenter sans augmenter le volume, c'est aussi densifier l'assiette. Ces besoins énergétiques soient vraiment, vraiment bien couverts. C'est essentiel. Ensuite, il y a un autre point aussi dont il faut faire attention chez les personnes âgées qu'on voit souvent en carence et la supplémentation devrait être systématique, c'est la vitamine D. D'accord? Ça, la vitamine D, autant demander à vos patients s'ils sont bien supplémentés en vitamine D. C'est très important. Alors, pour illustrer ce qu'on vient de dire, je vais vous proposer un cas concret. J'avais eu en cas clinique une personne, on va l'appeler Madame Bidule, hein. Et en fait, je l'ai suivie, elle était âgée, elle avait 82 ans, elle avait eu une fracture du col du fémur, ce qui est assez fréquent, malheureusement. Et suite à cette fracture, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des facteurs qui doivent alerter parce que les fractures augmentent le risque de dénutrition chez la personne âgée. C'est un signal et il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et du coup, cette dame, elle a perdu 6 kilos en 2 mois. On a fait le test et ménage qu'elle était en dénutrition sévère. À quel moment on donne l'alerte et comment? Alors, c'est toujours ça qui est compliqué. Mais bien souvent, il faut contacter le médecin traitant, si on peut, et il y a des situations d'urgence où là, il faut carrément appeler le SAMU ou surtout s'il n'y a pas de médecin traitant. Il ne faut pas rester dans cette situation et laisser le patient tout seul. Et les actions qu'on a mises en place, en fait, c'est ce dont je vous ai parlé. On a enrichi son alimentation, mais et surtout on lui a mis des compléments nutritionnels oraux entre les repas. Elle a été suivie par un kiné, donc on a fait une rééducation fonctionnelle. Elle a pu rentrer, elle a pu rester chez elle avec cette coordination entre l'infirmière et le suivi diététique et le kiné. Et en fait, on a bien vu que très rapidement, hein, on va dire en 1 mois et demi à peu près, elle avait repris 3 kilos. Et après, on a vu que par rapport à ça, la marche s'était nettement améliorée, elle avait plus envie de faire des choses, elle avait retrouvé une meilleure qualité de vie. Et c'est ce que je vous disais un peu plus tôt également. Ça illustre bien une chose essentielle. La dénutrition, c'est pas une fatalité.
c'est tout à fait réversible. Comment éviter d'en arriver là? Donc, bah, la prévention, prévenir plutôt que de subir, la prévention, c'est la meilleure stratégie. Donc, comme je vous disais, surveillance systématique du poids, en tous les cas régulière. Alors, l'activité physique adaptée, ah, ça c'est pas mal, hein. On a quand même de plus en plus accès, les personnes âgées ont de plus en plus accès à ce service, hein. On a des maisons de santé un peu dans toutes les villes. Et bah, du coup, où les kinés aussi de plus en plus donnent des recommandations avec des petits exercices qui peuvent être répétés à la maison. Donc ça, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai de plus en plus de patients qui ont leurs petits exercices à faire tous les jours et qui le pratiquent, hein, quand c'est bien adapté et quand elles ont été prises en charge, c'est super. L'évaluation nutritionnelle, elle devrait être systématique à chaque hospitalisation ou quand les patients entrent en institution dans les EHPAD. Et puis aussi, bah, c'est la formation, mais aussi impliquer les aidants, hein, tous les proches, hein. Pour nous, c'est essentiel. C'est une source d'information importante qui nous permet justement de repérer les cas assez tôt. Alors, bah, la coordination territoriale, bah, c'est aussi important, hein. C'est grâce à la CPTS, hein, qui a un rôle central par rapport à ces prises en charge, hein, parce qu'elle peut faciliter les échanges. Mettre en place, la CPTS permet de mettre en place des actions de prévention sur le terrain, hein, qui sont très très intéressantes et très importantes. Et puis, ça permet aussi ben, d'avoir accès aux informations médicales et de maintenir justement de maintenir une bonne coordination. Donc, ben, les messages clés à retenir, hein, j'espère que c'était clair pour vous. La dénutrition, c'est pas une fatalité, c'est évitable, mais ça demande une vigilance adaptée. Plus le repérage est précoce, plus on intervient tôt, meilleur est le pronostic. Et ça, c'est essentiel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'un patient qui est dénutri, plus ça va durer dans le temps, plus ça va être très compliqué de le réalimenter. D'abord, ça va être compliqué de le remettre dans certaines habitudes, mais aussi, on peut faire face à ce qu'on appelle, nous, le syndrome de renutrition inappropriée. Plus un patient va rester longtemps sans manger pour des raisons de santé ou parce qu'il a perdu l'appétit ou il refuse de manger, plus ça va être très compliqué de le remettre en marche. Donc, c'est pour ça que plus on intervient tôt, mieux c'est. La collaboration, comme on a vu, elle est indispensable, hein. Les professionnels ne peuvent pas agir seuls, hein. On a bien vu que dans une prise en charge, il y a aussi l'orthophoniste, hein, qui est indispensable bien souvent, hein. On a des troubles de la déglutition ou des problèmes avec certaines saveurs, certaines textures. Ben, on peut demander un bilan et au moins avec le bilan orthophoniste, ça nous permet de mettre en place les bonnes solutions. Et puis aussi, c'est ce que je vous disais, le plaisir, le plaisir de manger. Avant tout, c'est fondamental. C'est vraiment au cœur de la santé des aînés. Avant de conclure, je voulais revenir sur les cas d'urgence en fait. Je vous disais qu'il y avait des situations urgentes et quand est-ce qu'il faut agir en urgence, quand est-ce qu'il faut hospitaliser une personne dénutrie. Alors je vous disais tout à l'heure, bah, si on fait le test EMENA et que la dénutrition elle est sévère, il y a un système de points, hein, vous le trouvez partout le questionnaire, hein, si vous le connaissez pas, et le score va vous permettre de savoir s'il y a une dénutrition sévère. Mais bien souvent, hein, si la personne elle a déjà 70 ans, après 70 ans, si l'IMC descend en dessous de 18 kg par mètre carré, et si la perte de poids elle est assez rapide, 10% en moins d'un mois ou 15% en 6 mois, ces situations nécessitent une prise en charge rapide. Si vous voyez qu'un patient ne mange plus pendant au moins 3 jours ou boit pas suffisamment, on sait qu'il y a des risques. Donc, sur 3 jours, c'est déjà très important chez un patient âgé. Le risque vital est rapide, surtout après 75 ans. C'est essentiel, d'accord? Donc, il faut agir assez vite. Tous les troubles de la déglutition sévère, les fausses routes à répétition, si on n'arrive pas à adapter les textures, c'est aussi une situation d'urgence. Parfois, on n'a pas la possibilité de sécuriser la prise en charge à domicile. Si la personne elle est seule ou indépendante, et on risque d'y avoir des complications importantes. S'il n'y a pas de coordination possible avec le médecin, le diététicien ou si la surveillance n'est pas possible, la situation, pour le coup, elle est urgente. Donc la seule situation, c'est de voir avec le médecin traitant. Et si le médecin traitant, il n'y en a pas, parce que là aussi, on est confronté à cette situation de patients qui n'ont plus de médecin traitant, il faut absolument contacter le 15. Voilà, il ne faut pas rester avec cette situation et laisser le patient seul parce que c'est le 15 qui vous permettra de valider ou pas l'hospitalisation. Bonjour, donc je suis infirmière libérale à Angervilliers. J'ai deux petites questions. La première
concerne le dosage de l'albumine, vous n'en avez pas du tout parlé. Nous, c'est vrai que les médecins souvent le prescrivent, ça nous donne un bon indicateur. Et la deuxième question, ça concerne l'activité physique adaptée. Comment la mettre en place à domicile? Moi, personnellement, je suis infirmière libérale depuis 4 ans. Je n'ai jamais vu aucun bilan d'activité physique adaptée à la maison. C'est vrai, alors moi j'en vois, alors moi je suis sur Corbeil et Melun et j'en vois de plus en plus. Moi, je trouve que ce serait bien pour certains de Ah nos bah ouais, patients. alors ça c'est super. Mais logiquement, alors moi je dis à mes patients de demander maintenant. Je les envoie vers les maisons sport santé dans les villes et je leur dis, bah, écoutez, demandez-leur un petit programme parce que bien souvent ils sont suivis sur 2, 3 mois. Après l'albumine, c'est un autre problème parce que c'est pas vraiment un marqueur de dénutrition, hein, l'albumine. Alors Mhm. c'est plus sur des patients qui ont des maladies et ça peut être, alors évidemment, hein, c'est un signal aussi, il faut faire attention, mais c'est plus un marqueur d'inflammation ou de gravité de la maladie. Mais ça rentre, c'est pas un marqueur de la dénutrition du tout. D'accord? Souvent, quand l'albumine baisse, eh ben, c'est plus parce qu'il y a une inflammation, il peut y avoir une infection, enfin un cancer. Alors évidemment, il y a un risque de dénutrition derrière, mais pour nous, c'est pas le marqueur de la dénutrition. D'accord. Bah, le patient peut avoir des apports alimentaires tout à fait corrects, mais et l'albumine peut être basse. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que l'albumine est basse que le patient ne mange pas. D'accord? Donc, nous, on s'en sert pas. Alors, ça peut vous alerter, mais nous, pour nous, c'est pas. Alors, c'est important, hein, je dis pas que c'est pas important, mais pour la dénutrition, ça rentre pas dans les marqueurs. C'est un signal, mais ça rentre pas dans les marqueurs, donc c'est une vigilance. Surtout en plus, bah, je ne sais pas si vous l'albumine en fait, bah, ça peut remonter, en tout cas en plus sur les apports alimentaires récents, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. Parce que l'albumine en fait, elle a une demi-vie qui est assez longue en fait, hein, donc ça nous fait un retour en arrière au moins de 3 semaines. Donc on ne sait pas, au niveau des apports récents, ça ne nous donne pas d'indication. C'est pour un suivi nutritionnel, en tous les cas, c'est trop lent pour nous. Donc alors, c'est pour ça qu'on s'en sert pas trop, parce que une albumine normale, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de dénutrition, et une baisse d'albumine, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a une dénutrition. D'accord? D'accord? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Ouais, ouais, ça répond à ma question. Je vais me rapprocher des médecins traitants par rapport à Ouais, l'activité parce physique que adaptée. Moi, je viens de l'hôpital de Bligny et je sais on a le sport santé qui se développe de plus en plus et qui fonctionne Mhm. très, très bien. Mais jusque-là, les patients devaient s'y déplacer et je pense à certains de mes patients qui Alors, sont... alors, il y a des endroits où il y a des associations qui permettent d'en faire à domicile. C'est temporaire, mais par exemple, si vous avez des patients avec des problèmes rénaux, le Rénif propose à domicile de l'activité physique adaptée. D'accord. Alors, ça va être sur 2, 3 mois, mais c'est quand même super positif. sinon, c'est se renseigner sur la ville, parce qu'il y a certaines villes qui ont Oui, mis un coach sportif, mais bon, ça dépend des ouais, ça dépend des villes, mais on en voit de plus en plus quand même, hein. villes. L'activité physique adaptée avec des maisons sport santé dans les grandes villes, j'en vois partout, hein. Oui, ça, Et- il y en a partout maintenant, mais c'est vrai que pour la personne qui est complètement isolée, c'est plus Alors, il y Mhm. a des associations avec des prises en charge, et sinon aussi, alors moi quand je vous disais, alors attention, peut-être que j'ai pas été assez claire non plus, c'est souvent des personnes qui ont déjà été prises en charge, c'est-à-dire qui ont été vues difficile. et qui ont été suivies par exemple pendant 3 mois, et après on leur donne des petits exercices à reproduire à la maison. Moi, j'ai des Voilà. patients qui ont ça de plus en plus. Donc, du Mhm. coup, ça permet de maintenir un certain niveau de masse musculaire et ils sont très contents. Bah, nous, c'est le cas pour nos patients insuffisants cardiaques qui font des séjours à l'hôpital de Bligny, Ouais, bien justement. sûr. Et Là, il y ils a un font la truc. rééducation cardiaque et là, ils repartent avec leur fiche. Ouais. Bah, Oui, c'est vrai oui. que ça devrait se généraliser, je partage, hein. Et c'est pour ça que moi, je dis aux patients, soyez acteurs de votre santé, n'hésitez pas à demander. Il Oui. faut que vous mainteniez cette activité physique à domicile. Vous demandez. Vous demandez à ce que, on vous fasse un petit programme pour que vous puissiez continuer à faire des petits exercices à la maison. Et aussi, je leur dis de demander à leur kiné quand il y a une prise en charge par un kiné, en fait. Mais j'ai bien aimé le coup du mollet parce que c'est vrai qu'effectivement, notre gros problème en libéral, c'est que à part se promener avec la balance, même si on demande aux familles, c'est 1 fois sur 5 qui nous achètent une balance chez certains patients, hein. Oui, et donc il vous faut un mètre. Et ça, Après, il faut souvent, c'est connaître les là. seuils hein, pour vous. Mollet, chez une personne âgée, il y a juste une valeur à Oui, reconnaître, c'est 31 cm. D'accord? C'est un signal d'alerte. Si le mollet est inférieur dans la partie charnu. la plus large, inférieur à 31 cm,
C'est une suspicion de faiblesse musculaire. Bah, merci, merci à tous pour votre attention. Votre participation à ce webinaire contribue à renforcer la coordination entre professionnels de santé et à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh ben, c'est essentiel. Et puis, on a vu que la dénutrition, ça a touché 2 millions de personnes en France. Et aussi, c'est pas seulement le nombre de personnes, mais c'est un coût extrêmement important pour notre système de santé. Il faut savoir, et sans compter les coûts cachés, tout ce qui est à domicile qui sont pris en charge, les pertes d'autonomie, etc. Il y a des choses qui sont peu chiffrées, mais globalement, on estime le coût à 2,4 milliards d'euros annuels. Voilà.